La première des choses qu'il faudrait retenir par rapport au framework Spring, donc c'est ce schéma qui est là. Donc ça c'est le schéma dans lequel il y a un élément principal qui est la dispatcher servlet, ou bien ce qu'on appelle le front controller. Donc toutes les requêtes et les réponses, forcément ça devrait passer par la dispatcher servlet, ou bien le contrôleur de base, ou bien le contrôleur de face, qui devrait être en premier plan. Donc à chaque fois qu'on va envoyer une requête vers ce dispatcher, ou bien cette dispatcher servlet, donc automatiquement, il va consulter le handler mapping. Donc que va faire le handler mapping? Donc il saurait quel est le contrôleur qu'on devrait appeler en se basant sur la requête. Lorsqu'on va essayer de l'appeler, on va essayer d'appeler le contrôleur. On va envoyer la requête qui a été formulée par l'utilisateur vers le contrôleur. Et le contrôleur, ça va nous répondre par un objet de type model and view. Donc model and view, ça veut dire qu'il y a une partie pour le view qui permet de charger une vue, qui est une page GSP. Et qui est-ce qui va essayer de le faire? Donc c'est le view resolver qui va essayer de charger la vue et de l'afficher. Mais également, il y a la partie modèle. Donc la partie modèle, ça veut dire qu'il y a des données qu'on peut échanger entre le contrôleur et entre la dispatcher servlet, bien sûr, afin de l'afficher sur la partie view, qui est la page GSP. Donc là, c'est le schéma des éléments, ou bien ce sont les éléments qu'on va utiliser. Bon, généralement, ce sont des éléments de type bin. Donc ce sont des bins, mais on n'a pas besoin de le créer à la main. Donc c'est le Spring qui va s'occuper de le créer. Donc tous ces éléments qui sont là, à l'exception des contrôleurs et des vues. Donc là, on a besoin de créer les contrôleurs et les vues, mais les autres éléments, donc le handler mapping, le view resolver et la dispatcher servlet, donc c'est le Spring qui va s'occuper de le faire. Donc supposons par exemple, on cherche à créer un simple projet. Donc je vais créer un simple projet web. Bon, lorsque vous cherchez à créer un projet, il va vous demander par exemple, est-ce que vous voulez utiliser Maven ou bien est-ce que vous utilisez Gradle ou bien Ant. Donc ce sont des moteurs de production. Les moteurs de production bien de build, ce sont des éléments par exemple qui permettent de charger les dépendances. Donc on va voir par la suite qu'on va utiliser le Maven. Donc Maven, ça veut dire au lieu de charger une bibliothèque et de l'ajouter manuellement en tant qu'un fichier .jar, c'est le Maven qui s'occupera de le faire. Donc là, on va essayer de le voir par la suite. Donc là, si on prend un simple projet Java Web, une application web, bon là, je vais l'appeler premier projet. Bon, disons par exemple, je vais l'appeler premier exemple Spring MVC. Donc automatiquement, puisqu'on va utiliser Spring, donc automatiquement il faudrait ajouter le framework Spring dans votre projet. Et lorsque vous allez choisir comme quoi vous devez ajouter ou bien vous voulez ajouter le Spring dans votre projet, il va vous demander premièrement la version du framework que vous allez utiliser. Donc similairement à Java, bon pour Java on a dit qu'il y a des mises à jour dans le langage Java, des mises à jour qui permettent de soit changer dans la syntaxe, soit ajouter des bibliothèques avec des fonctionnalités et des classes. Donc au niveau de Spring, c'est plus ou moins la même chose. Donc soit ce sont des mises à jour au niveau de la syntaxe, soit ce sont des mises à jour par rapport aux classes et aux objets qu'on peut manipuler. Là, on va choisir cette version. Là également, on devrait choisir est-ce qu'on veut inclure la bibliothèque GSTL, la Java Standard, la GSP Standard Tag Library. Deuxième des choses, on doit configurer le nom de la dispatcher servlet. Voilà, c'est cet élément qu'on avait introduit. Donc ça, on devrait également lui donner un nom. On va garder les mêmes noms. Également, il y a le dispatcher mapping. Ça veut dire que lorsque vous mettez dispatcher mapping étoile.htm, ça veut dire que toutes les requêtes qui se terminent par l'extension .htm, c'est eux qu'on devrait envoyer vers la dispatcher servlet. Et toutes les requêtes qui ne se terminent pas par .htm, on ne va pas les traiter, on va les ignorer. Donc la même chose, on va garder la même chose qui est là, on ne va pas le changer. Et une fois on va cliquer sur Finish, donc il va essayer de générer. Voilà, là il va générer tout un ensemble de choses. Donc ça c'est un projet Spring MVC. Donc à l'intérieur duquel il y a une page index.jsp. Donc ça c'est du code qui est statique, qui est affiché directement sur la page. En plus de ça, bon la première des choses bien sûr lorsqu'on cherche à voir le contenu d'un projet, c'est de jeter un coup d'œil sur le fichier de déploiement. Donc si on essaie de jeter un coup d'œil sur le fichier de déploiement web.xml, la première des choses, on se retrouve avec la welcome file, c'est-à-dire que le point de départ, ou bien la première page qui devrait être chargée, c'est redirect.jsp. Si on jette un coup d'œil sur redirect.jsp, voilà, réponse.send redirect, ça veut dire que il va envoyer une requête index.htm. Et puisque la requête, ça se termine par htm, donc automatiquement, c'est la dispatcher servlet qui va essayer de la traiter. À l'intérieur duquel, donc on a parlé de deux éléments principaux. Il y a l'URL mapping qui permet de faire le lien entre les liens et les contrôleurs. Il y a également le view resolver qui permet de charger les vues. Donc dans le view resolver, principalement, il y a le préfixe et le suffixe. Ça veut dire que si on a besoin, par exemple, de charger la page index.jsp,
Premièrement, on n'a pas besoin de mettre l'extension parce que le suffixe c'est .gsp. Donc toutes les pages qu'on va considérer, ils ont l'extension .gsp. Et deuxième des choses, on n'a pas besoin de spécifier webinf gsp index.gsp. Tout simplement parce que le préfixe il est toujours webinf gsp. Et donc toutes les pages gsp, on va les mettre à l'intérieur de ce dossier. Et donc automatiquement le view resolver, il va toujours concaténer le préfixe et le suffixe avec le nom qu'on va associer. Donc c'est la raison pour laquelle ça permet de simplifier la tâche. Et donc là, c'est plus la peine d'écrire à chaque fois le chemin et l'extension de la page. Donc là, on a la définition d'un seul contrôleur. Donc la page, ou bien la requête index.htm, elle va solliciter le index controller. Et c'est quoi le index controller? Certes, c'est un contrôleur, mais c'est un contrôleur qui a été créé au niveau du fichier XML. Donc ça, c'est un contrôleur qui est associé à la vue qui est index. Et donc automatiquement, il va essayer de charger. Donc si on essaie de reprendre, donc $direct, ça permet d'envoyer la requête index.htm. Si on essaie de jeter un coup d'œil sur la dispatcher servlet qui va prendre le index.htm, il va faire le lien entre index.htm et le index controller. Le index controller, il est associé à la vue qui s'appelle index. Et en se basant sur le view resolver qui va charger cette vue, automatiquement, il va concaténer le préfixe et le suffixe avec index. Et donc là, on devrait se retrouver avec webinf gsp slash index.gsp. Et donc là, lorsqu'on va essayer d'exécuter, normalement, on devrait retrouver le contenu du fichier index. On devrait le retrouver sur le navigateur. Bon, ça c'est du code statique, ça devrait afficher Welcome to Spring Web MVC. Voilà, c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc le contenu de la page index, c'est la même chose qui a été chargé au niveau du navigateur. Bien sûr, on peut le modifier. On peut supprimer tout ça, on peut le modifier. Comme on peut ajouter notre propre vue et notre propre contrôleur. Donc la première des choses, supposons qu'on veut ajouter une autre vue. Bon, cette vue, je vais l'appeler accueil. Bon, .gsp par défaut, c'est déjà choisi comme quoi c'est GSP. Donc là, je vais ajouter, ceci est la nouvelle page d'accueil. Pour suivre le paradigme MVC, donc toute page GSP devrait avoir son propre contrôleur. Donc de même, au niveau de source package, on va créer un package pour la couche contrôle, à l'intérieur duquel on va créer une servlette. Mais on ne va pas choisir directement servlet, on va créer une simple classe parce que c'est pas la même chose que lorsqu'on travaille avec une simple servlet. Donc là, je vais l'appeler contrôleur 1. Voilà, donc il faut savoir que lorsque vous travaillez avec le Spring MVC, ce n'est plus la même manière avec laquelle on avait travaillé avec l'approche classique qui consiste à créer des GSP et des servlets et les déclarer dans le fichier web.xml. Avec le Spring MVC, il y a deux manières de déclarer les servlets. Prenons la première. Donc la première, il se base sur la déclaration du contrôleur au niveau du fichier XML. C'est le fichier XML de la dispatcher servlet. Donc premièrement, on va déclarer qu'en quoi ça c'est un contrôleur. Donc là, automatiquement, ça doit hériter de la classe abstract controller. Voilà, qui fait partie de Spring. Et bien sûr, lorsqu'on hérite d'une classe abstraite, automatiquement, il faut implémenter une méthode. Donc là, lorsqu'on va implémenter, forcément, on va retrouver une seule méthode. Donc c'est la méthode handler. Voilà, handle request internal. Donc c'est cette requête, ou bien c'est cette méthode qui permet de traiter les différentes requêtes. Donc là, on va supprimer le commentaire. Donc on avait dit que lorsqu'on avait introduit le modèle, on a dit que le contrôleur, il va recevoir une requête. Et il va répondre par un objet model and view. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on jette un coup d'œil ici, la méthode handle request internal, donc ça permet de renvoyer un élément de type model and view. Donc là, à l'intérieur, forcément, il faut construire un objet de type model and view. Bon, je vais l'appeler m est égal à new model and view. Bon, il y a plusieurs constructeurs qui sont surchargés. Par exemple, on va prendre celui qui permet d'associer ce contrôleur à cette page accueil.gsp. Et bien sûr là, c'est pas la peine d'écrire webinf gsp accueil.gsp, tout simplement parce que dans le view resolver, on a travaillé avec un index, un préfixe et un suffixe, et donc automatiquement, il saurait que le préfixe c'est le chemin et le suffixe c'est l'extension. Donc là, automatiquement, on va associer ce contrôleur à la page accueil en mettant juste accueil sans extension. Et bien sûr, à la fin, on devrait retourner le modèle and view. Mais cet élément, c'est pas juste un view. Donc là, on avait modifié le view. Mais il faut également savoir qu'il contient une partie pour le modèle. Donc principalement, lorsque vous allez mettre m point,
vous allez trouver voilà, il y a une méthode qui s'appelle addObject. Donc cette addObject, ça permet d'ajouter un objet dans l'objet, dans la variable m. Et de cette manière, si on a besoin d'échanger des informations entre la servlette, bon, plutôt le contrôleur et entre notre vue, la page GSP, donc là on peut l'embarquer, on peut l'encapsuler à l'intérieur de l'objet model AndView. Donc là automatiquement on va choisir, par exemple je mets une variable, je vais l'appeler name, et je lui donne un paramètre, par exemple anonyme. Ça veut dire que cet objet, je peux l'échanger et je peux le récupérer depuis la page accueil.gsp, par exemple là. Bon, je vais juste retourner à la ligne. Et je vais mettre par exemple un message bonjour. Maintenant pour récupérer, donc tout simplement on va utiliser les expressions EL. Et donc là tout simplement on va mettre, bon je l'ai appelé name. Et donc de cette manière je peux récupérer la variable qui a été imbriquée à l'intérieur de l'objet model AndView. Et donc ça repose sur le principe clé-valeur. Donc là je connais la clé mais je ne connais pas la valeur. Donc j'ai essayé de mentionner la clé. Et de cette manière donc je peux récupérer la valeur. Et c'est pas tout, donc pour l'instant il ne va pas reconnaître c'est quoi le contrôleur. Donc c'est la raison pour laquelle il faudrait également le déclarer au niveau de du fichier de la dispatcher servlet. Donc on a dit que ce front controller, rien ne se passe à l'extérieur de ce front controller. Donc la première des choses, on devrait créer un contrôleur. Mais bien sûr on a dit qu'on ne va pas le créer à la main. Ça veut dire on ne va pas à chaque fois on va pas les créer, mais plutôt en se basant sur l'inversion de contrôle. Donc on va juste déclarer un bin. Bon, je vais lui donner un identifiant. Par exemple, je vais l'appeler accueil contrôleur. Et je vais spécifier sa classe. Donc la classe, c'est la classe du contrôleur. Donc automatiquement, je vais mettre le nom du package. Point et contrôleur 1. Voilà, donc là, j'ai déclaré un objet. Mais cet objet, il faudrait non pas juste le déclarer ici, mais il faudrait le déclarer à l'intérieur de l'URL mapping. Comme ça, il saurait quelle est la requête, quel est le lien, quelle est la requête qui devrait solliciter ce contrôleur et qui se déclare dans cette classe, qui se trouve dans le package control. Et donc là, automatiquement, on doit refaire la même chose. Bon, je vais par exemple mettre accueil.htm. Donc là, ça devrait appeler le deuxième contrôleur, accueil contrôleur. Donc là, lorsqu'on essaie de récapituler, donc supposons que on va juste saisir le nom du projet, automatiquement il va consulter le fichier web.xml dans lequel il y a le welcome file c'est redirect qui permet de nous envoyer vers la page index. Là, supposons que sur le lien, on va mettre plutôt accueil.htm. Donc si on exécute directement, on va se retrouver directement sur la page index. Je pense qu'on ne l'avait pas modifié, donc normalement on devrait retrouver, voilà, donc la même chose qui était par défaut. Donc ça, c'est l'équivalent de mettre index.htm. Mais cette fois-ci, si on veut consulter ou bien on veut solliciter le contrôleur qu'on vient d'ajouter, donc tout simplement, voilà, on va mettre accueil.htm. Pourquoi accueil? Tout simplement parce que on avait associé accueil.htm au contrôleur accueil contrôleur. Ce contrôleur, il a été déclaré à partir d'un bin. Le bin a été chargé à partir de la classe contrôleur 1 qui se trouve dans le package control. Et donc, en essayant de jeter un coup d'œil sur ça. Donc, ça, c'est le point d'entrée dans lequel il va construire un modèle AndView. Le view, c'est la page accueil qui est concaténée à travers le view resolver au préfixe et au suffixe, qui est le lien et l'extension. Et donc, automatiquement, il va charger à la fois la page accueil.gsp qui se trouve dans ce chemin-là. Et également, donc, il va encapsuler l'objet qui s'appelle name et dont la valeur c'est anonyme. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a essayé de charger la page accueil.gsp, on a pu retrouver le message bonjour concaténé avec la variable qui était embarquée à l'intérieur de l'objet model AndView. Et c'est la raison pour laquelle, en essayant de revérifier, donc on a pu retrouver que ceci est la nouvelle page et également bonjour anonyme. Donc ça, c'est la valeur qu'on a pu récupérer depuis l'objet model AndView. Et donc de cette manière, on peut envoyer, on peut solliciter ou bien on peut échanger des informations de la partie modèle entre le contrôleur et entre notre page GSP. Bon, généralement sur le G2E, on peut travailler avec deux approches. Soit en déclarant au niveau du fichier XML, comme c'était le cas ici. Donc là, on a déclaré dans le fichier XML les contrôleurs. Sinon, on peut travailler avec les annotations. Par exemple, si on ne veut pas travailler avec ça,
C'est-à-dire qu'avec les annotations, c'est plus simple, tout simplement parce qu'on n'a plus besoin d'hériter d'une classe. Et bien sûr, lorsqu'on ne va plus hériter de cette classe, on n'a plus besoin de mettre un override. Donc ça, je vais le mettre en commentaire. On n'a plus besoin de redéfinir les méthodes les méthodes abstraites qui étaient héritées. Et donc là, si on veut travailler avec les annotations, donc tout simplement, il y a une seule annotation qu'il faudrait ajouter. C'est l'annotation contrôleur. Voilà, on va la charger depuis. Voilà, donc c'est l'annotation contrôleur. Et donc tout ce qu'on avait fait ici, c'est l'équivalent plus ou moins de contrôleur. Donc au lieu de mettre extends abstract controller, il suffit de mettre l'annotation contrôleur. Et donc de cette manière, on a un contrôleur. Également, ce qu'on avait essayé de mettre dans le dispatcher servlet, donc ce que je viens de faire ici, l'annotation contrôleur, c'est l'équivalent de la déclaration de ce bin. Donc là, on peut le mettre en commentaire. Là, ce qui va rester, c'est de déclarer le lien. Voilà, ce lien est l'associé au contrôleur. Donc, au lieu de le déclarer dans le fichier XML, tout simplement, on devrait revenir ici. Et on va ajouter une autre annotation request mapping. Et donc, entre parenthèses, on devrait mettre le lien. Donc là, sur le fichier XML, on avait mis accueil.htm. Et ça devrait être la même chose qu'on va déclarer directement dans la classe. Là, vous voyez bien que c'est plus simple de travailler avec les annotations. C'est pas une règle générale, mais généralement, on a tendance à dire que le travail avec les annotations, c'est moins gourmand de travailler avec les fichiers XML, parce qu'on va se perdre dans le fichier XML. Bon, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va introduire par la suite le Spring Boot. C'est-à-dire qu'avec le Spring Boot, on n'a plus besoin de se perdre dans des fichiers de configuration, parce que même en travaillant avec les annotations, donc on a besoin toujours de modifier dans le fichier XML. Donc là, ce qu'il reste à faire, c'est de déclarer une méthode. Par exemple, je vais déclarer une méthode, je vais l'appeler traitement. Cette méthode n'a plus besoin de paramètres, mais ça devrait toujours renvoyer un objet de type model_end_view. Donc c'est le model_end_view qui devrait être toujours envoyé du contrôleur vers la partie vue. Donc là, on va déclarer cette méthode. Et à l'intérieur, ça devrait être la même chose. On ne va rien changer. On va créer un objet model_end_view. On va y mettre une variable qui s'appelle name avec le nom anonyme. Et donc là, lors de l'exécution, ça devrait donner le même résultat. Ce qu'il faudrait déclarer ici, bon là, on ne travaille plus avec ça. Donc ce qu'il faudrait déclarer, c'est, on va dans le fichier, ou bien dans la servlet, dispatcher servlet, on va juste lui demander de ne plus travailler, ne plus chercher juste dans le fichier XML, mais il faudrait chercher ailleurs. Il faudrait chercher dans un package tous les contrôleurs qui devraient être définis par des annotations. C'est la raison pour laquelle il y a trois choses qu'il faudrait activer. La première des choses, il faut activer les annotations. Ou bien il faut activer la configuration par annotation. Voilà, donc on va activer annotation. Voilà, annotation config. Deuxième des choses, au niveau de la propriété MVC, donc également on va activer l'annotation. Mais la dernière des choses, donc il faudrait spécifier dans quel package il devrait chercher les classes qui sont annotées. C'est-à-dire que les annotations contrôleurs, on devrait lui demander de chercher dans tel package. Donc tous les contrôleurs, on va les mettre dans ce package. Et donc là également, donc, il faudrait spécifier comme quoi le base package dans lequel il devrait faire le scan. Donc là, context. Voilà, component scan. Où est-ce qu'il devrait chercher les composants? Donc là, on va dire que le base package, donc c'est le package qui s'appelle control. Supposons que le package s'appelait com.control. Donc de même, on doit mettre tout le chemin du package dans lequel les servlets, ou bien le contrôleur plutôt, ils ont été mis directement. Bon là, lorsqu'on essaie d'exécuter, normalement, ça devrait donner la même chose. Et donc si on clique, ou bien plutôt si on saisit, donc là, XML bin definition store exception, ça veut dire qu'il y a un problème dans la définition des... Voilà, donc déjà lorsqu'on avait activé les annotations, donc il faudrait ajouter la déclaration de ces schémas
ou bien le namespace, il faudrait l'ajouter dans les fichiers XML. D'ailleurs, c'est parmi les inconvénients de XML, c'est qu'il faut toujours modifier dans les entêtes. Donc là, on avait ajouté ces trois annotations. Il faudrait déclarer également leur schéma, ou bien également leur namespace. Il faudrait le déclarer dans l'entête du fichier. Bon, ce qui est un peu gourmand, mais on ne peut rien faire pour l'instant. Mais lorsqu'on va travailler avec le Spring Boot, donc on n'a plus besoin de se perdre dans le fichier XML, c'est plus simple à manipuler. Donc là, première des choses, on devrait activer voilà, le namespace, donc XML namespace, pour la propriété MVC, la deuxième qu'on avait utilisée. Bon, je ne me souviens pas du lien, mais ça devrait être la même chose que celui-là, à l'exception de la dernière. On devra mettre MVC. De toute façon, si vous n'arrivez pas à les voir, donc vous pouvez directement les charger depuis la documentation officielle de Spring.io. Donc vous allez retrouver tous ces entêtes. Donc ça c'est pour le namespace, XML namespace. Également, donc il faudrait modifier dans schéma location. Donc ça, on l'avait déclaré, on avait ajouté son namespace. Donc là, ce qui va nous rester, c'est pour les deux autres. Pour contexte annotation config et pour contexte component scan. Donc là également, donc on devrait ajouter, ça devrait être la même chose. Bon, XSD également, c'est pour définir le schéma. Bon, l'utilité de ces entêtes, c'est juste pour vérifier est-ce qu'on avait respecté le schéma, ou bien on avait respecté la structure du fichier XML avec les différentes balises, avec les différentes propriétés. Donc là, on va ajouter celle de contexte. Également, on aurait besoin bon, Spring Context. Bon, je ne vais pas mettre de version. Et on aurait besoin de la même chose pour le MVC, je pense. Bon, sinon, on pouvait directement le récupérer depuis le site officiel de Spring. Et on va tester une dernière fois. Donc c'est juste un problème de version. Alors, donc là, lorsqu'on a éliminé la version qui était obsolète, donc là, en mettant le index.html, on se retrouve avec la même configuration de départ. Ça veut dire que ça va pointer vers la page index.jsp. Si jamais on a besoin de solliciter ce contrôleur, donc là, il faut mettre plutôt le accueil.html. Et donc, tout simplement, lorsqu'on va se mettre ici, donc plutôt ici, et on va changer la requête. Voilà, le view, pas le view resolver, mais plutôt le... Bon, déjà là, je vais définir la méthode. Bon, parmi les choses qu'on peut définir, ce sont les méthodes. Donc là, on va ajouter request mapping. Et on va définir comme quoi cette méthode, ou bien cette requête est sollicitée pour le cas de la méthode request method.get. Donc de cette manière, on peut implémenter autant de méthodes qu'on désire. On peut ajouter une autre méthode avec un autre request mapping, avec un autre lien, voire même avec d'autres méthodes, le get, le post, le delete et le put. Et donc là, on va essayer de réexécuter. Voilà, avec index.html, on est sur le premier contrôleur. Et avec accueil.html, on est sur le deuxième contrôleur. Et bien sûr, la même chose. On va revoir le message statique qu'on avait mis dans le début de la page. Ceci est la nouvelle page d'accueil. Et également bonjour. Et on va récupérer la variable qui était embarquée à l'intérieur de l'objet model enview.
Bon, là, c'était l'occasion également de voir comme quoi, avec le fichier XML, c'est pas évident à chaque fois de configurer le fichier XML. Là, on s'est perdu dans les fichiers, les XSD, les schema location, les XML namespace. Et donc là, c'est d'ailleurs l'utilité de Spring Boot. Donc le principal avantage de Spring Boot, c'est que ça permet de ne plus se perdre à l'intérieur de différentes déclarations, mais directement, donc, il se base sur les starters et sur les autocontrôleurs, l'autoconfiguration. Et donc de cette manière, on n'a plus besoin de configurer quoi que ce soit.